France Inter. It's morning edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour en Corée du Nord ce soir. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous n'avons pas non plus l'intention de l'éviter. Et nous défendons notre souveraineté, la sécurité du peuple et le droit à l'existence. C'est donc Kim Jong-un qui parle. C'était il y a un an, le 17 janvier 2024. Il n'est pas facile à trouver des traces de ce monsieur qui parle très très peu. Bonsoir, Kumsuk Gendry Kim. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est une BD documentaire que vous signez et qui nous emmène dans l'un de ces derniers lieux les plus secrets du monde, le dernier régime quasiment fermé, celui de la Corée du Nord, que vous ne connaissez pas. Et pourtant, et c'est comme ça d'ailleurs que commence votre BD, vous vivez à un jet de pierre de la ligne de séparation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, sur une île qui s'appelle l'île de Ganghwa. Et votre livre s'ouvre sur une crainte que peut-être on ne perçoit pas très bien d'Europe, en fait. La crainte qui est partagée visiblement par beaucoup de Coréens du Sud, qu'un jour la guerre reviendra, qu'on ne sait pas où commencera le domino, peut-être à Taïwan, peut-être par la Chine, mais que un jour la guerre reviendra et que la Corée du Nord même bombardera. Et cette peur, vous l'avez vous aussi ? Bien sûr, parce que j'habite pas très loin de la Corée du Nord. Et puis, je vois vraiment des tensions augmenter entre deux pays. Donc, je vis vraiment quotidiennement cette tension parce que derrière chez nous, il y a de l'armée marine qui font des exercices. C'est là vous êtes tout près des exercices en général entre la Corée du Sud et les États-Unis. Et donc, dans ces cas-là, en général, la Corée du Nord répond pour dire « je suis là ». Il y a un des personnages de votre documentaire qui dit ceci: en Corée, soit on vit dans une angoisse permanente, soit on ignore le danger, mais tant qu'à vivre ici, mieux vaut ne pas penser à la guerre. Bien sûr, parce que c'est des paroles de sagesse, je pense. Donc, parfois, je pense à ce qu'il a dit. C'est vrai, il a complètement raison. Sinon, on va devenir vraiment comme parano. Et vous l'êtes déjà ou pas ? Est-ce que parce qu'on vous voit téléphoner à la mairie, notamment en disant est-ce qu'il y a bien un abri quelque part, etc. Et au fond, ce qu'on se dit, c'est qu'on y pense tout le temps, mais on n'y est pas préparé à cette situation de crise. Bien sûr, parce qu'en fait, on n'est pas vraiment prêt à des cas dangereux. Et les Coréens, ils se rendent pas compte de la tension autour du pays, parce qu'ils sont très occupés à vivre la vie quotidienne, des problèmes quotidiens. Donc, ils se rendent pas compte. Mais moi, comme j'habite, j'ai déménagé de Séoul à Île, je suis beaucoup plus sensible à tout ça. Est-ce que c'est pour tenter de dénouer ce nœud et peut-être de tromper cette hantise que vous êtes parti en quête de votre voisin du Nord et de son dirigeant Kim Jong-un ? Est-ce que c'est pour cette raison ? Bien sûr, on est toujours théoriquement en guerre et que ma mère, elle est séparée de la famille au moment de la guerre de Corée en 50. Mm-hmm. Donc, je suis beaucoup plus sensible à ça. Je voudrais vraiment sensibiliser à travers mon livre combien c'est important la paix, combien c'est important de se dialoguer sans armes, sans armes et aussi sans haine. Alors on apprend plein de choses sur Kim Jong-un dans votre livre et notamment sur les premières années. Moi j'ignorais par exemple, je l'ai appris grâce à vous, que son grand-père, Kim Il-sung, refusait de voir ses petits-enfants, dont lui d'ailleurs au début. Moi aussi, j'ai découvert ça grâce à des gens que j'ai rencontrés, j'ai interviewé parce qu'avant, je connaissais pas non plus. Et ce qui est intéressant, c'est que donc il ne l'a jamais vu, il n'a pas été reconnu au fond par son grand-père, et pourtant il s'est fait le look de son grand-père. Il s'est fait toute la physionomie de son grand-père. Il se l'est fabriqué. D'après donc les gens que j'ai interviewés, c'est justement pour la connaissance. Comme son grand-père était vivant, il n'a pas eu cette connaissance. Donc c'est pour vraiment installer son pouvoir le plus tôt possible. D'après les gens que j'ai interviewés, ils ont dit que il a fait tout pour ressembler à son grand-père auprès des peuples. Rappelez-nous pourquoi c'est lui qui est désigné successeur de son père d'ailleurs et pas son frère. Pourquoi c'est à lui finalement que revient ce rôle-là ? Il est d'ailleurs
d'ailleurs désigné très tôt, il a 8 ou 10 ans quand il est désigné officiellement par son père. Pourquoi lui ? D'après les spécialistes, ils disent que c'est vraiment, il ressemble à son père, le caractère. Il est très fort en compétition, alors que son frère aîné, il est plutôt lambda, l'artiste. Et c'est vrai, on le voit d'ailleurs dans votre livre qu'il a cette âme d'artiste, le frère dont on sait qu'il finira mal, puisqu'il y a eu ces moments de purge où Kim Jong-un a voulu se débarrasser de tous les gens qui avaient autour de lui, et notamment d'ailleurs de sa famille. Ce qui est fascinant dans votre livre, c'est que ce qu'on touche du doigt, c'est la méconnaissance du Nord de la part de la Corée du Sud, et à quel point votre perception et finalement notre perception à nous les Européens vous ramène à votre qualité de Coréenne. Vous avez fait, comme on l'entend, vous parlez très bien français, vous avez fait une partie de vos études en France, et c'est là que vous avez découvert, en fait, quand on vous dit « Ah, t'es Coréenne du Nord ou Coréenne du Sud ?» Et ça, c'est une question que vous ne vous étiez jamais posée. Quand j'habitais en Corée avant de partir en France, je me suis jamais posé cette question parce qu'on m'a jamais posé cette question et qu'on n'avait pas souvent l'occasion de penser sur la Corée du Nord. J'ai vécu toujours quand j'étais en Corée avant, sous la dictature, on a eu des éducations très très difficiles et très très strictes et pour la Corée du Nord. Ce qui est pour votre livre, vous rencontrez beaucoup de gens qui ont eu affaire à la famille du dirigeant nord-coréen ou qui sont des transfuges, donc ils sont venus en Corée du Sud. On comprend à quel point toute personne ayant passé cette frontière est désormais surveillée à vie. Et peut-être que la plus touchante dans les personnages que vous rencontrez, c'est une transfuge. On ne saura pas ni pourquoi elle est passée au Sud, ni par où elle est passée, ni comment. Aujourd'hui encore, elle ne vous le dit pas, mais elle vous renvoie à votre perception en fait des Coréens du Sud. Elle vous dit, mais vous savez qu'on est comme vous, on rit comme vous, on tombe amoureux comme vous. Enfin, on a l'impression qu'il faut qu'elle vous l'explique à vous, les Coréens du Sud. J'ai rencontré certaines transfuges coréennes. Elles m'ont dit qu'il y a certaines discriminations. Elles sentent envers les Coréens donc qui viennent de Corée du Nord, de la part des Coréens du Sud. C'est pour ça elle m'a parlé de ça. Elle dit les Sud-Coréens ont un regard fermé sur la Corée du Nord, et elle dit surtout la division de ce pays me fait peur. Le fossé entre nous est devenu beaucoup trop grand. Le fossé entre vous deux. Tout à fait, parce que ça fait déjà, depuis 1953, on est séparés entre les deux pays. On n'a pas eu souvent le dialogue, très peu de dialogue, très peu d'échanges. En plus, ça fait déjà depuis 2019, on a complètement arrêté de discussion. 2019, c'est d'ailleurs la fameuse visite de Donald Trump. Tout à fait. Ouais. Donc, cet écart est de plus en plus grand. Entre les deux et entre les deux perceptions, et en même temps, ce qu'on comprend de ce qu'elle vous dit, c'est que d'abord on a cru en Corée du Nord que parce qu'il avait fait ses études en Suisse, Kim Jong-un, parce qu'il avait eu accès à tout ça, parce que c'était au fond un jeune homme à peu près normal et qui aimait le basket, il pouvait être différent de son père. On a cru ça, on a cru qu'il pouvait être un dirigeant réformateur. Tout à fait. Nous, les Coréens, à l'époque, lorsqu'il a rencontré l'ancien président Moon, les Coréens du Sud vraiment tout le monde était ravi. On croyait vraiment l'avenir positivement entre les deux pays, peut-être carrément une réunification. Mais malheureusement, ça n'a pas passé comme ça. Mais c'est vrai qu'il est différent des autres dirigeants de Corée du Sud parce qu'il a été justement en Europe. Ce que je trouve fascinant chez cette fameuse dame, cette transfuge que vous interrogez, c'est que vous lui dites quand même, enfin, ça n'a pas été facile, il y a eu des purges aussi qui a été faites, mais et elle vous répond, oui, mais s'il y a eu des purges, c'est parce qu'il voulait réformer. On a l'impression qu'on lui trouve encore des excuses, et y compris de la part de cette femme qui a fui la Corée du Nord. Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi j'étais très étonnée. Mais est-ce qu'elle me dit ça vraiment, elle le croit, ou bien c'est pour protéger sa famille? Je pourrais jamais connaître la vérité. Et parce qu'on sent bien, y compris si elle est là depuis très longtemps, mais c'est le cas d'autres personnages, que elle se sent toujours épiée, elle se sent toujours pas chez elle en Corée du Sud, cette femme. Je pense que non.
Elle a cette phrase fascinante aussi, elle dit « Ce ne sont pas les forts qui survivent en Corée du Nord, ce sont ceux qui s'adaptent ». Ça veut dire qu'il faut se plier au système pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Vous racontez par exemple qu'on n'a pas le droit de parler politique, mais on parle de fleurs. Du coup, on change les mots et chacun comprend de quoi il parle. S'adapter, c'est ça que ça veut dire? Oui, tout à fait. Et puis, parmi les personnes que j'ai interviewées, ils me disaient que tous les Coréens du Nord, ils sont un peu acteurs, actrices. En dehors de leur maison, ils jouent leur rôle pour survivre, pour protéger leur famille. Ensuite, ils rentrent à la maison. C'est un peu différent. Vous avez évoqué la fin du dialogue, c'était 2019, ce fameux moment avec Donald Trump. Il y en avait eu d'autres avant, il y a eu quelques échanges, il y a eu quelques visites entre le Nord et le Sud, et puis tout s'est arrêté. Ce dernier moment, celui de 2019, la fameuse visite de Trump, est-ce que vous diriez qu'il y avait une volonté mutuelle de se rapprocher? Est-ce que tout ça était finalement du cinéma et très hypocrite? Je pense que personnellement, c'était pas des hypocrites. Ils ont fait entre les deux côtés des efforts. Surtout Kim Jong-un, il s'est déplacé en train. C'est un voyage long, et alors qu'il est considéré en Corée du Nord comme un dieu. Mm-hmm. Et le dieu qui se déplace pour rencontrer l'ennemi et de l'autre côté. Donc, il a fait des efforts. Est-ce que maintenant que Trump est revenu au pouvoir, vous vous dites qu'il peut se passer autre chose, après tout, reprendre la relation là où ils l'ont laissée, c'est-à-dire pas bien loin, on est d'accord, mais où est-ce qu'au fond c'est de pire en pire maintenant? Je pense que, comme Trump il a déjà dit, certaines choses sur Kim Jong-un, le dirigeant de Corée du Nord, il va commencer peut-être à contacter le dirigeant de Corée du Nord, mais il y a quelques jours de la part de Corée du Nord, ils ont lancé un missile. Je ne sais pas exactement quel est le mot vocabulaire, mais il a répondu à sa façon. Kum-suk, vous documentez votre pays depuis longtemps, vous parlez des familles séparées, vous l'avez déjà fait dans un précédent ouvrage. Est-ce que vous avez l'impression, et y compris après celui-là, de mieux vous connaître vous-même, au fond, de mieux connaître y compris votre identité coréenne, de mieux cerner votre identité coréenne? À travers mes livres, j'essaie de relever à chaque fois le défi. Donc, j'essaie de trouver toujours l'identité, puis rencontrer des gens, écouter leur histoire, leurs témoignages. C'est jamais, je pense, assez. Il y en aura d'autres, donc ça veut dire, et on en sera absolument ravis. Kum-suk Jeonri-Kim, merci beaucoup. Mon ami Kim Jong-un est publié chez Futuropolis. Je le conseille à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci. La suite, ce soir, ça se passe en Serbie, où les manifestations quotidiennes contre la corruption viennent de provoquer la démission du Premier ministre. Et pour aller jusqu'à 19h, il y a d'abord sous les radars, Xavier Demagny. Au Népal, les hélicoptères volent de nouveau autour de l'Everest, en dépit des conséquences sur l'environnement. Le Monde à 18h50, c'est vous, Franck Matvon. Bonsoir, Franck. Bonsoir, Fabienne. Bonsoir à tous. Le conflit repart en RD Congo. Violence à Goma. Un homme est montré du doigt, le Rwandais Paul Kagame. Et le retour de Caroline au pays des 27, mais la revoilà, qui rouvre à nouveau les portes de l'Europe. Oui, après 3 mois d'absence, je suis allée voir Claire Fernandez à Bruxelles. Elle dirige un réseau d'ONG qui tente de défendre la société civile dans les négociations autour du numérique. Concrètement, elle lutte contre les géants des GAFAM. Allez, à tout de suite les amis, restez avec nous. Le tour de la planète continue, il passe par New York avec Darkside. Le morceau s'appelle SNC, comme Still No Center, toujours pas de centre. Voilà, c'est dans la playlist d'Inter et c'est le choix musical de Chewbacca. There's nothing on my mind. Nothing on my mind. There's nothing on my mind.
On retourne en Serbie ce soir dans le reportage d'Un jour dans le monde où la contestation des étudiants se poursuit et prend de l'ampleur. On en a déjà parlé. Ici même, cette contestation est partie de l'accident mortel, c'était le 1er novembre dernier, de la gare de Novi Sad qui venait d'être reconstruite. Depuis, les étudiants se mobilisent presque tous les jours contre la corruption et les négligences du parti au pouvoir. Ce mouvement est inédit, il fait trembler le régime du président populiste Aleksandar Vučić. Et ce mardi, le Premier ministre et le maire de la ville ont démissionné. Le reste, c'est Louis Seyé qui raconte. Massés derrière les banderoles de leur faculté, des milliers d'étudiants se rejoignent au-dessus de l'autoroute qui traverse Belgrade. Rapidement, beaucoup installent des grilles, un chapiteau, des toilettes. À 18 ans, Yelena a monté sa tente au beau milieu de cet échangeur du sud de la capitale. On a tout bien préparé pour ce blocage. On apporte des tentes, de la nourriture, de l'eau. On est prêt à bloquer la circulation pour les prochaines 24 heures. Le plus important, c'est qu'on est tous ensemble rassemblés ici, avec le plus de monde possible, et je pense qu'on a réussi. 3 mois après la catastrophe mortelle de Novi Sad, les blocages de routes sont devenus presque quotidiens en Serbie. Près de 60 universités du pays sont en grève et les étudiants multiplient les actions pour dénoncer la corruption du régime d'Aleksandar Vučić et réclamer justice. Dušan, 22 ans, montre son t-shirt avec des mains ensanglantées. On manifeste pour exprimer notre mécontentement par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Quand le bâtiment de la gare s'est effondré à Novi Sad et que 15 personnes sont mortes, on s'est tous dit « ça suffit, il faut qu'on fasse notre part ». Ces blocages, c'est notre façon de montrer qu'on va faire de notre mieux pour changer les choses. Presque toutes les voitures qui passent sur l'autoroute klaxonnent en soutien à la contestation. Complètement pacifique et indépendant des partis politiques, le mouvement étudiant est particulièrement populaire dans l'opinion. Son premier appel à la grève générale vendredi dernier a été entendu. Enseignants, avocats, artistes, mais aussi une partie des employés du service public se sont réunis pour l'une des manifestations les plus importantes depuis 25 ans. À 45 ans, Ivan est présent à chaque mobilisation avec ses enfants. Ces blocages sont la meilleure chose qui soit arrivée. En Serbie, si vous êtes membre du parti au pouvoir et que vous commettez des actes illégaux, vous pouvez simplement dire « Laissez les institutions faire leur travail et vous recevrez une sanction minimum ou vous ne serez même pas puni du tout. » Les institutions ne fonctionnent tout simplement pas. Et c'est pour ça que les étudiants ont 100% raison. Face à une contestation qui s'étend dans le pays, les autorités ont accusé le mouvement d'être manipulé par des services étrangers. L'atmosphère s'est tendue au fil des mobilisations. Plusieurs étudiants ont été attaqués et des manifestantes se sont même faites renverser lors des blocages. Des provocations du régime, selon Anna, une étudiante en photographie. En fait, petit ou grand, tous ces incidents ne font que révolter encore plus les gens et les pousser dans la rue, ce qui entraîne de nouvelles manifestations. C'était par exemple le cas vendredi quand on a réalisé qu'une deuxième fille avait été renversée par une voiture. Chacun de ces incidents motive encore plus les gens à se mobiliser. Comme Viktor Orban dans la Hongrie voisine, le président Vučić et son parti le SNS ont mis au pas la démocratie et les institutions serbes. Depuis leur arrivée au pouvoir en 2012, les chantiers et les grands projets se sont multipliés et avec eux, les scandales de corruption. Ivanka Popović est l'ancienne doyenne de l'université de Belgrade. Chaque citoyen est désormais littéralement en danger en raison de la corruption extrême à laquelle nous sommes confrontés. C'est donc un cri de demande de normalité qui constitue l'essence de ces protestations. Les citoyens de Serbie, et en particulier les étudiants, veulent vivre dans un état normal où les lois sont respectées. Malgré les dernières démissions et les appels au dialogue du président Vučić, les étudiants restent déterminés à obtenir la satisfaction de toutes leurs revendications et ils ont à nouveau appelé à la grève générale. Louis Seyé pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Xavier Demany. Et Xavier, nous partons d'abord pour le Royaume-Uni où certains dénoncent un sacrilège. Et vous l'entendez, s'indigne du nouveau nom d'un futur sous-marin de la Royal Navy actuellement en construction. Il était censé s'appeler le HMS Agincourt, pardonnez mon accent. Je vous en prie. HMS pour His Majesty's Ship, en français le navire de Sa Majesté, et Agincourt pour Azincourt, du nom de cette ville du nord de la France, un nom validé par Elizabeth II herself avant sa mort en 2018. Sauf que
sur X, la marine britannique a annoncé qu'il serait finalement baptisé HMS Achille en référence au héros de la guerre de Troie. Décision prise selon les médias britanniques pour ne pas offenser les voisins outre-Manche, autrement dit nous les Français, à qui ce nom d'Azincourt rappellerait de mauvais souvenirs. La défaite d'Azincourt en pleine guerre de 100 ans, ça remonte un peu, des armées françaises face à celle d'Henri V d'Angleterre. Un ancien ministre de la Défense a dénoncé une absurdité woke des travaillistes au pouvoir et beaucoup rappellent que des bâtiments britanniques de la marine ont déjà porté ce nom sans visiblement trop nous froisser. Restons en mer, Xavier, mais en Espagne cette fois, où les pêcheurs de Galice sont toujours plus inquiets. En raison d'un effondrement catastrophique des stocks de coquillages. Ce n'est pas nouveau, mais les derniers chiffres sont encore une fois alarmants. La production de moules l'an dernier a été la plus faible des 25 dernières années. La récolte de coques a chuté de 80% entre 2022 et 2023, moins 78% pour les palourdes. Or, la région est l'une des principales productrices de coquillages en Europe, la deuxième productrice mondiale de moules juste derrière la Chine. La cause, le dérèglement climatique et notamment les pluies torrentielles des dernières années qui réduisent la salinité dans les baies où se développent les coquillages. Les ONG pointent quant à elles la pollution catastrophique générée par les activités agricoles ou bien les usines de conserverie de poissons de la région. Les eaux de plus en plus chaudes en mer attirent aussi des espèces envahissantes. Seule lueur d'espoir, la légère progression de la production d'huîtres. Et puis au Népal, les hélicoptères volent de nouveau autour de l'Everest. Ils avaient pourtant été interdits début janvier de s'approcher du plus haut sommet du monde en raison de leur impact sur l'environnement, les randonneurs et la population locale. Finalement, seuls les vols de sécurité ont repris, pas encore les vols commerciaux. En fait, sur les pentes de l'Himalaya, les hélicoptères constituent un moyen de transport indispensable, notamment en cas d'urgence, mais leur usage a été largement détourné par le surtourisme. Les rotations de confort autour des sommets sont de plus en plus nombreuses. Par exemple, pour un petit millier de dollars, vous pouvez rallier le camp de base de l'Everest en une journée, évitant ainsi d'effectuer la marche d'approche de 15 jours. Et évidemment, ça nuit à l'emploi des Sherpas et donc à l'environnement. On dénombre pas moins d'une quinzaine de vols d'agrément par jour jusqu'à une soixantaine au plus fort de la saison touristique. Merci beaucoup Xavier Demany. Vous partez en passant par le delta du Mississippi. Vous pouvez y aller en hélicoptère si vous voulez. Avec Bobby Gentry, Ode to Billie Joe. C'est une balade folk des années 60 dans laquelle Bobby Gentry voulait montrer le manque d'empathie des gens en face des tragédies qui touchent les autres. Et ben, elle aurait pu l'écrire hier, figurez-vous. Ode to Billie Joe sur France Inter. It was the 3rd of June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And Mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas, well, Billy Joe never had a lick of sense. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. Brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. And wasn't I talking to him after church last Sunday night? I'll have
another piece of apple pie. You know it don't seem right. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Bobby Gentry, Ode to Billy Joe sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h, presque 49, c'est Franck Madvon. How dare you? The world has changed. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, ces derniers jours, la guerre s'est réveillée en République démocratique du Congo. La ville de Goma, dans l'Est, est tombée aux mains de milices soutenues par le Rwanda. Et ce soir, vous nous dites pourquoi le président rwandais Paul Kagame concentre de plus en plus les critiques. Si on reste très factuel, ce week-end, la milice M23, épaulée par les forces rwandaises, s'est emparée de la ville de Goma, à la frontière avec le Rwanda. Voilà, ce sont les faits. Mais en République démocratique du Congo, il faut inscrire l'événement dans l'histoire tragique de la région. 3 décennies de guerre, 6 millions de morts, victimes directes ou indirectes de combats. Après le génocide des Tutsis au Rwanda en 94, beaucoup de ceux qui avaient commis les massacres, de proches du régime dominé alors par les Hutus, se sont réfugiés en RDC, qui s'appelait encore le Zaïre. Les guerres qui ont suivi sont l'héritage de ce chaos qui a engendré des dizaines de groupes armés. Les conflits se nourrissent des tensions ethniques, de la corruption, de la lutte pour les richesses naturelles. Et un homme a traversé donc toute cette période, Paul Kagame. Ce commandant du Front patriotique rwandais a d'abord pris la vice-présidence et le ministère de la Défense en 1994, puis il est devenu, vous le savez, en 2000, le président de la République incontesté du Rwanda. Kagame a été réélu l'an dernier pour un 4e mandat. Il faut le rappeler, avec 99,2% des voix. Le Rwanda est une autocratie, aucun doute. Le régime Kagame muselle l'opposition et c'est lui qui pilote la milice M23. Les experts de l'ONU sont formelle, les forces de défense rwandaises contrôlent et dirigent de facto les opérations du M23. Paul Kagame a envoyé 3 ou 4 000 hommes aux côtés d'un nombre équivalent de combattants du M23 pour s'emparer de Goma, la capitale du Nord Kivu, riche en ressources naturelles. Donc c'est une guerre entre le Rwanda et la RDC ? C'est exactement ça. Paul Kagame a lancé une offensive au-delà de ses frontières dans un pays voisin, au mépris de sa souveraineté. Les forces armées congolaises sont réputées vulnérables, indisciplinées. Certaines unités résistent encore à Goma avec l'aide de milices locales qu'on appelle les Wazalendo. Les loyalistes sont aussi soutenus par quelques 10 000 casques bleus de l'ONU et des sociétés de sécurité privées. C'est un théâtre complexe, oui, impliquant de nombreux acteurs, mais c'est d'abord en effet un conflit entre le Rwanda de Kagame et la RDC du président Tshisekedi. Contre toute évidence, Paul Kagame nie s'intéresser à Goma pour des raisons stratégiques, économiques. Officiellement, le président rwandais accuse son voisin congolais de soutenir des groupes armés créés par d'anciens génocidaires. Il y voit une menace permanente pour son pays. Et alors, comment réagit la communauté internationale ? Eh bien, ces dernières années, les Occidentaux ont fait preuve d'indulgence avec le Rwanda de Paul Kagame. En apparence, au moins, l'homme a réconcilié un pays martyr, aujourd'hui connu pour ses succès économiques. Emmanuel Macron, par exemple, s'en est rapproché, tout en s'interrogeant sur le rôle déstabilisateur de Kigali en RDC. De fait, soutenir le Rwanda devient embarrassant si Kagame va trop loin. Aujourd'hui, à Kinshasa, des manifestants ont pris pour cible des ambassades de pays soupçonnés d'être complices du Rwanda, dont la France, les États-Unis. Paris condamne l'offensive menée par le M23, soutenue par les forces rwandaises. L'Allemagne a suspendu des discussions avec le Rwanda sur son aide au développement. L'heure est à la prudence, à la méfiance. L'autoritaire Kagame est sous surveillance. Franck Madvon, merci beaucoup. À demain. Et qui revient nous voir ? Et on en est ravis. Voici Caroline Gillet qui avait cédé sa place aux États-Unis ces 3 derniers mois et qui rouvre les portes des institutions européennes. France Inter, le 18-20.
Voilà, le claquement, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Caroline, depuis l'année dernière, chaque mardi, vous allez dans les bureaux de ceux et celles qui travaillent dans les institutions européennes pour dresser leur portrait, tenter de comprendre comment fonctionne l'EU. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu, dites-moi. Oui, j'ai eu l'occasion de faire un enfant. Ça ne m'a pas laissé beaucoup de temps pour ouvrir des portes. Il paraît qu'en mon absence, les gens sont quand même sortis de leur bureau et qu'il s'est passé plein de choses. La dernière fois que j'étais à ce micro pour cette chronique, c'était en juillet, lendemain d'élections européennes. Anna Hubert, journaliste pour le magazine Contexte, racontait la constitution des groupes parlementaires. Depuis, elle a continué à m'envoyer des notes vocales pour tenter de partager et expliquer des choses difficiles à partager et expliquer. Et les questions qu'elle se pose aussi. Est-ce que le plan d'action prix de l'énergie sera intégré au pacte pour l'industrie propre? Ce genre de questions. Est-ce que la cible climatique de l'UE pour 2040 sera présentée avec ce pacte industrie ou séparément? Est-ce que le plan d'action électrification et le plan d'action chauffage et froid, c'est la même chose? Voilà. Moi aussi, pendant ce temps-là, je déployais beaucoup d'énergie pour tenter de déchiffrer des langages mystérieux. Dans les prochains mois, on va continuer à entendre Anna Hubert ici et aussi Guillaume Fine qui travaille à la commission. Bonsoir Caroline. Et dont on avait entendu le portrait. Voilà par exemple un message reçu de sa part le 18 septembre dernier et qui permet de faire un petit récap pour ceux et celles qui, comme moi, ont suivi d'un peu loin. À Bruxelles, il y a de la fumée blanche. Car enfin, notre présidente de la commission von der Leyen a désigné ses 26 commissaires qui siégeront avec elle pour les 5 prochaines années. Le centre de gravité sera plus à droite, de même qu'au Parlement européen, près d'un quart des eurodéputés sont affiliés extrême droite. Voilà. Et vous m'avez retrouvé dans les registres. Qu'est-ce que ça signifie pour le registre général, mais pas au niveau média. Ça fait quelques semaines que j'ai repris le travail. Je suis retournée à Bruxelles. Il a fallu refaire une accréditation auprès du Parlement. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu un jour un badge. Je m'étais jamais arrêtée aussi longtemps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est la première fois que je réutilise un micro depuis 3 mois. Et c'est trop sympa. Je peux prendre des ambiances comme mais pas dans la neige. Pour cette première chronique de rentrée, j'ai rencontré une autre personne qu'on va entendre ici régulièrement, j'espère, via note vocale. Claire Fernandez. Elle est directrice exécutive de l'EDRI, un réseau européen qui représente 50 ONG qui militent pour défendre les droits fondamentaux dans le numérique. Selon elle, bien sûr, c'est pas mal de commencer cette saison 2 sur les questions numériques. Gros enjeu pour ces prochains mois. C'est brûlant dans le sens où, en fait, on n'arrivera pas tellement à se parler, à résoudre nos problèmes de société, à essayer d'aller de l'avant si on n'a pas le contrôle de nos institutions démocratiques et si les gens sont manipulés ou contrôlés, etc., par des entreprises américaines ou d'où qu'elles soient d'ailleurs. Et donc c'est un sujet fondamental parce que aussi il est la clé de beaucoup de choses, de la polarisation de la société, la montée du fascisme, les interférences dans les élections. Et on attend que la nouvelle commission qui vient de se mettre en place réagisse de façon forte à cette situation. Et donc je vais voir Claire chez elle, car c'est mercredi, jour de télétravail. Le télétravail, ça permet de faire des interviews en chaussons et de croiser le mari de Claire qui travaille à la commission. Est-ce que ça permet d'avoir des infos de l'intérieur, du coup ? Non. Non, ça je me débrouille. Ouais. Claire a grandi dans un village du sud de la France, près d'Alès. Elle a fait des études de droit et de Sciences Po à Toulouse et un master en droits humains à Strasbourg. Je lui demande si elle saurait dire ce qui l'a amenée vers ces sujets. L'histoire de la famille de mon père, c'était des immigrés espagnols qui étaient dans la résistance française. Et du côté de ma mère, c'était une famille de juifs dont une partie a été exterminée pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ça m'a profondément marqué dans mon appréhension de l'injustice. Par exemple, mon grand-père qui était un rescapé d'Auschwitz qui me disait, moi je lui disais, ouais, j'aime pas les Allemands. Et il me disait, mais pourquoi tu dis ça ? Enfin, ça n'a rien à voir et c'est justement faire la part belle à leur idéologie que de dire ça. Donc c'était juste un truc qui, à 8 ans, m'a marqué. Aujourd'hui, avec son organisation et avec des petits moyens, Claire lutte notamment contre les géants de la tech. Je lui demande comment elle fait avec son équipe pour influencer les décisions. Les GAFAM et le monde des technologies, c'est un des lobbies les plus puissants qui peuvent dépenser des millions. Tu essayes de discuter et d'amener des recherches et des positions à la commission avant qu'elle sorte sa loi pour que tu limites la casse dans ce qui est proposé par la commission. Essayer de rencontrer les parlementaires pour que la position du Parlement soit la plus avancée possible en matière de respect des droits humains, respect de l'environnement, etc. Et au niveau des États membres, tu rencontres les représentations permanentes. Des moments forts, c'était quand le Parlement a repris toutes nos positions, notamment sur la surveillance et la reconnaissance faciale.
Le texte final n'est pas aussi bien que ce qu'on aurait voulu, mais il y a des avancées quand même. Salut Caroline. Et ce matin, Claire m'a envoyé cette note vocale. Et voilà, c'est le genre de matin où je finissais mon petit déjeuner devant mon ordi et je lisais les nouvelles de la journée. Donc, avant même que j'ai pu prendre mon premier café, je vois déjà une lettre qui a été envoyée par les CIO et les boss de la tech européenne, on va dire, genre Nokia, Philips, Schneider Electric, etc., Bosch, qui envoie une lettre à la Commission européenne qui demande d'arrêter toute régulation de la technologie en Europe. Donc c'est assez inquiétant pour nous et on espère qu'on va tenir bon, en tout cas pour maintenir ce qu'il y a de bon dans la législation passée. Tiens, il y a la sonnette qui sonne, parce que c'est mon président du CA. Et ciao. Voilà, Claire va continuer à m'envoyer des notes vocales ces prochains mois pour raconter le travail sur ces sujets chauds.